Bonjour, Bonjour. pourriez-vous vous présenter alors vos études et votre parcours professionnel? Oui. Alors, je m'appelle Florence Pinchot, je fais partie du cabinet Ferrin et Associés. J'ai une formation d'école de commerce à Rennes et j'ai démarré ma carrière il y a une bonne quinzaine d'années maintenant en conseil en organisation. J'ai fait ça pendant 4 ans. Ensuite, j'ai intégré un cabinet en recrutement. Donc, c'était en début des années 2000 et depuis pratiquement sans interruption, je fais du recrutement. Et donc, depuis 7 ans au sein du cabinet Ferrin. Et alors, est-ce que vous pouvez présenter ce cabinet? Oui. Alors, le cabinet Ferrin a été créé en 99 sous l'impulsion de Jean-Louis Ferrin. Aujourd'hui, on est un cabinet de ressources humaines, donc qui inclut à la fois des activités de recrutement. On est généraliste, plutôt sur de l'approche directe. Quand je dis généraliste, en tant que secteur et fonction. On a aussi une activité de bilan et d'accompagnement, ce qu'on appelle mobilité, à la fois sur les mobilités internes et les mobilités externes. Et aussi une activité de formation. Alors, comment se passe le recrutement chez vous? Bien. Donc on est aujourd'hui 3 consultants en recrutement. On a un bureau à Lille qui a aussi les mêmes activités que le bureau parisien, c'est-à-dire à la fois sur la partie recrutement, la partie mobilité et la partie formation. Donc une consultante senior à Lille, Jean-Louis Ferrin qui fait encore du recrutement chez nous à Paris et moi-même, sachant qu'on a aussi 2 personnes qui nous supportent, donc soutiennent, qui sont des assistantes de recherche, une basée à Paris et l'autre basée à Lille. Et qui sont, là en l'occurrence aujourd'hui, on a une personne qui est, qui est stagiaire sur Paris et une personne qui est confirmée sur Lille. Vous allez donc vous recrutez des personnes dans toutes les fonctions, dans tous les types d'activités. Oui, alors on a créé avec le temps évidemment des domaines de compétences et d'expertise. Alors moi j'ai démarré ma carrière en recrutement plutôt sur l'industrie. Aujourd'hui le cabinet à Paris est très présent sur les services et services financiers et assurances d'ailleurs. Et à Lille il a plutôt créé une expertise sur le bâtiment. Sachant qu'en termes de métier, Ludivine à Lille vient plutôt experte sur les métiers de la finance, Jean-Louis Ferrin sur les métiers RH et finance, et moi j'ai plutôt tendance à faire le commercial marketing, même si tous les trois nous sommes polyvalents et comme on travaille par approche directe, de toute façon on est aussi capable de travailler sur des fonctions très précises. Ça nous arrive que nos clients qui savent, même s'ils savent qu'on n'est pas expert dans un domaine très technique poussé, technique très poussée, nous demandent d'intervenir parce qu'on va travailler ensemble justement sur les axes de recherche, sur le profil recherché, sur les cibles surtout à approcher. Et après, on met en œuvre la méthodologie d'approche directe assez classique. C'est plutôt du haut niveau. Middle. Middle et top. Mais ce que j'appelle middle, on va être sur des cadres, cadres moyens, donc on va être sur une rémunération, parce que c'est quand même un indicateur assez fort, entre 45 et 100, 120, et puis après on peut monter aussi là sur les cadres dirigeants. Est-ce que vous recrutez des docteurs? Non, ni docteur, qui sont des métiers très spéciaux. Tout ce qui va être profession libérale, avocat, docteur, journaliste. D'abord, on n'est pas sollicité parce qu'on est plutôt sollicité par les entreprises. Vous allez me dire, est-ce que vous considérez que l'hôpital peut être une entreprise? Mais en effet, alors moi j'ai jamais fait. Je connais des consultants qui sont spécialisés sur ce type de domaine. Personnellement, au sein du cabinet, je crois qu'on l'a jamais fait. Et des personnes qui ont une thèse de doctorat, de recherche en fait. Ah, sur ce type de docteur, vous me parlez? Alors, demander expressément, moi je l'ai jamais vu. Est-ce qu'il m'est arrivé d'avoir comme candidat, parce que dans le cadre de la recherche on trouve ce type de personne? Pas à ma connaissance, mais il n'y a pas de ségrégation particulière là-dessus. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tombé, en faisant du sourcing, vous n'êtes pas tombé sur ce type de profil. Pas récemment en tout cas. Moi je me rappelle pas, mais c'est possible. Moi j'ai pas de souvenir là-dessus. Et donc vous n'avez jamais fait d'entretien avec ce type de personne ou...
ce type de profil Je suis en train de réfléchir si j'en ai... Avec la R&D par exemple, est-ce que vous travaillez avec des fois des laboratoires de grande... Alors, ça m'est arrivé dans une vie antérieure, d'être détachée chez un gros industriel français de l'acier. Et en effet, sur la partie recherche et développement, et oui, il y avait des docteurs à ce moment-là, c'est vrai, vous avez raison. Et du coup, mais c'était... Alors, là encore, on vient à ce qu'on disait tout à l'heure, on recherchait des docteurs avec des spécialisations très ciblées, donc polymères, etc. Mais à ce moment-là, je n'étais pas en approche directe. Donc on était plutôt dans l'externalisation de services de recrutement auprès de consultants, plutôt le consultant externalisé en recrutement chez le client, et donc on traitait les arrivées de CV, donc avec une partie de sélection des CV, contact des candidats et recrutement et process de recrutement classique qui intégrait la partie RH et la partie aussi technique pour après les intégrer dans les équipes. Donc oui, du coup, oui, vous avez raison. Mais à aucun moment, en tout cas moi, ou même l'autre consultant avec lequel je travaillais, on se substituait aux experts pour qualifier la partie technique. D'accord. Est-ce que vous voyez dans l'évolution actuelle du marché des tendances plus d'emploi dans tel domaine ou... Alors, c'est marrant, c'est une discussion que j'ai eue avec un de mes clients il n'y a pas longtemps. Et en fait, je ne sais pas si on peut si on peut voir de vraies tendances. En revanche, il y a une chose qui reste un moteur, qui va être l'innovation. On retrouve aujourd'hui là les secteurs qui portent le plus d'emplois sont les secteurs innovants. Là où il y a de l'innovation, il y a encore de l'emploi, en tout cas en France. Après, tous les secteurs qui sont dans des secteurs de main-d'œuvre assez classiques ont tendance à s'externaliser ou à gagner en productivité, donc on a besoin de moins de personnes. Mais l'innovation est encore porteuse d'emploi. On le voit aujourd'hui, en tout cas les échos qu'on peut avoir de nos clients, tous les métiers un peu techniques, informatiques, un peu pointus, sont toujours en recherche de compétences. Les métiers du web, où là encore, ça reste quand même des métiers qui existent depuis à peu près une dizaine d'années, peut-être un peu plus 15 ans, mais ce sont des métiers encore récents, avec des compétences qui sont encore nécessaires, ont des difficultés à trouver. Trouver un webmaster pour certaines entreprises, ça reste assez compliqué. Donc dès qu'on est sur l'innovation, dès qu'on est sur numérique, il y a de l'emploi. Voilà, le numérique, le numérique. Le numérique ou tout ce qui est technologie. Enfin oui, je pense que oui, sincèrement on le retrouve encore. Ou alors vous allez retrouver aussi dans des métiers un peu pointus de l'aéronautique, l'aérospatiale, mais là on est vraiment sur de l'expertise technique très pointue encore. Donc là pour le coup, dans l'innovation, est-ce que peut-être que les docteurs, puisqu'ils font de la recherche, est-ce que ça peut éventuellement intéresser ou on vous demande seulement des ingénieurs Alors, ça ne fait pas partie des cibles des clients qu'on a aujourd'hui. En revanche, je vais vous parler du coup de ce qui s'était passé précédemment, où en effet on était plutôt en recherche de docteurs. Et on était vraiment dans une division recherche et développement. Donc dans ces cas-là, les docteurs étaient plus appréciés. Et il y avait malgré tout toujours un classement des écoles, les grandes parisiennes, d'ingénieurs fonctionnaient aussi très bien et pouvaient remplacer un doctorat. Donc, et les métiers qui sont en baisse, vous avez dit tout ce qui est un peu manuel. Alors, manuel, je ne sais pas si on peut mettre ça comme ça, mais dès qu'on est sur des process industrialisés et dans lesquels il y a des gains de productivité, forcément on va avoir besoin de moins de monde. Et ce sont aussi des activités qui ont moins forte valeur ajoutée, qui vont être, qui vont être externalisées et délocalisées. D'accord.
Est-ce que vous pourriez donner des conseils pour les étudiants qui débutent, qui se lancent dans la carrière, pour réussir leur recrutement? Pour réussir le recrutement, l'entretien ou pour réussir L'entretien, leur le choix? CV, lettre de motivation, Alors, il y a une chose qui est importante, je pense, en recrutement, c'est la cohérence. Et la cohérence dans le CV, c'est-à-dire qu'on doit lire un CV, ça doit nous apparaître comme assez évident, les choix, le parcours, une certaine linéarité, même si il y a des changements dans votre carrière, il y a des choses qui s'expliquent très bien et qui sont tout à fait, on arrive à dire, bah oui, c'est logique, il y a une logique de parcours. Même chose en entretien, j'ai mon ancien patron qui dit toujours, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. C'est-à-dire que quand votre discours n'est pas prêt, n'est pas finalisé, qu'on sent des hésitations, des choses où le recruteur a l'impression qu'on lui cache des éléments et que ça éveille en lui un doute, vous serez moins, enfin, le candidat sera moins crédible et forcément ça risque de se passer moins bien. Même si le candidat parfait n'existe pas, ça on le sait, on est quand même assez lucide là-dessus. Mais en revanche, quelqu'un qui dit ben voilà, moi j'ai fait ça, voilà ce que j'ai envie de faire. Évidemment, il a le droit d'avoir 2 ou 3 pistes ou 2 ou 3 idées en tête. Mais s'il les exprime clairement et que les choses semblent cohérentes, qu'on a l'impression que véritablement ce sont des choses qui donnent l'impression vraiment d'assumer ses choix, il n'y a pas de raison que ça passe pas. Ah, donc, qu'est-ce qui peut bloquer? C'est quand vous sentez un doute. Quand on sent qu'il y a un doute, Mais c'est quoi ce doute? Parce que bon, on doute tous, ou je sais pas, ou on est certain de tout ce qu'on veut faire tout le temps, ou... Euh, alors, être certain, c'est aussi Hein? savoir être ouvert, mais Hein? non, mais au moins d'avoir une idée claire de ce que vous voulez faire, ou au moins Hein? 2 idées claires. C'est-à-dire que voilà, moi aujourd'hui j'ai plutôt envie de tel type de poste ou de tel type de poste, voilà vers quoi j'oriente ma carrière. Bon, bah, très bien, pourquoi pas? Après tout, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais cette idée de clarté, et cette idée de clarté et de cohérence, elle est vraiment primordiale. Après, je dirais qu'il y a d'autres choses aussi qui sont importantes, qui peuvent paraître extrêmement basiques et qui sont, en tout cas, qui peuvent être des points en plus. Le recrutement, ça commence déjà au téléphone. C'est-à-dire que quand on vous appelle pour prendre un rendez-vous, le recrutement commence là. Donc quand on a quelqu'un qui n'est pas très réveillé, qui n'est pas très disponible, qui n'est pas très poli, qui est pas, enfin, tout ça, ça ne donne pas une très bonne image du candidat. Ça continue à la porte, c'est-à-dire que quand il se présente au sein du cabinet, il va être reçu par quelqu'un qui peut ne pas être le consultant, mais une assistante qui va le recevoir. Et encore, d'être poli, ça n'a jamais fait de mal à personne. C'est d'être à l'heure aussi, ou de prévenir si on a un empêchement, ce qui peut arriver, un transport, quelque chose qui vous arrive dans votre vie. Bon, voilà, ce sont des choses qui arrivent, mais on prévient. Et puis, là encore, dans l'entretien, d'être là encore poli, d'avoir une attitude correcte vis-à-vis du recruteur, enfin en tout cas de la personne en face qui reçoit, même si elle aussi doit bien évidemment avoir aussi une attitude correcte. Donc j'imagine que si vous parlez de tout ça, c'est que vous devez avoir de nombreux exemples. Oui, les téléphones pas éteints, ou même vis-à-vis des assistantes, des personnes qui disent pas bonjour, disent pas merci. Voilà, puis quand le consultant arrive, d'un seul coup, le sourire, le bonjour, on sent là encore l'incohérence du comportement entre ce qu'il a été face à l'assistante et ce qu'il est face au consultant ne donne pas vraiment une bonne image. Est-ce que l'assistante vous fait un rapport après ou... Bien sûr. Ça fait un rapport, on travaille ensemble. Moi, mes assistants, c'est ma collègue, donc, sont mes collègues, donc on est capable d'échanger. Et quand elles me disent non, celui-là n'était pas très sympa, ben non. Donc, non, le recrutement commence dès le contact téléphonique. D'accord. Ensuite, on imagine que c'est après les compétences surtout, le savoir-être ou le savoir-faire qui va compter. Oui, aptitude, compétence, motivation. Donc les aptitudes, on est plutôt sur du savoir-être.
les compétences sur du savoir-faire. Donc là, on prend le CV, évidemment, on échange avec le candidat sur ce qu'il a fait, ses réalisations, ses objectifs, ses réalisations. Et ensuite, les motivations. Ce qui est extrêmement important, c'est pourquoi d'abord il est en face de nous. C'est qu'à un moment, même si on est en approche directe et qu'on l'a sollicité, il a quand même accepté l'invitation, donc il y a des raisons pour ça. Et puis surtout, qu'est-ce qu'il veut faire? Jean-Louis Ferrin a développé au sein du cabinet un concept qui s'appelle l'intelligence projective, sur laquelle on s'appuie tous en recrutement ou en mobilité, qui justement aussi s'appuie sur ce triptyque aptitude, compétence, motivation, et dans lequel la motivation est extrêmement... en tout cas pour nous c'est vraiment un point important. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qui vous intéresse dans le poste? Qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter? Comment vous vous voyez dans quelques années? Cette projection qu'on demande au candidat et qui est vraiment primordiale pour voir s'il va pouvoir s'adapter au poste. Nous, on n'a pas l'habitude, enfin en tout cas moi, nous, au sein du cabinet, on n'a pas l'habitude de vendre du CV. C'est-à-dire moi, je n'envoie jamais de CV qui n'ait pas été validé ou pour lequel je n'ai pas échangé avec le candidat. Je n'ai pas des vendeurs de CV. C'est des gens qui font ça très bien. Donc l'aspect personnalité, en tout cas projet, est-ce que le projet du candidat correspond au projet de l'entreprise? Et est-ce qu'à un moment, ces deux-là vont se rencontrer? Et est-ce que c'est le moment de leur rencontre? Ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Merci. Avec plaisir.